Très bien, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là, relativement nombreux pour ce nouveau Pop Énergie organisé par Sirena sur les projets de chaleur renouvelable citoyenne. Donc, comme vous le savez désormais, une fois par mois, on se retrouve le troisième jeudi en visio avec un intervenant extérieur pour parler d'un sujet qui peut vous aider dans vos projets ou vous faire découvrir de nouveaux partenaires. Et aujourd'hui, nous avons proposé à Hugo Chirol, notre collègue du réseau Énergie Partagée Île-de-France, d'intervenir pour vous parler des projets chaleur renouvelable citoyens, puisque il a cette compétence que nous n'avons que très peu en Nouvelle-Aquitaine. Donc il a gentiment accepté de nous partager son expérience. Et sans plus attendre, je te laisse la parole. Hugo, merci à toi. Eh bien, bonjour à tous. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Ouais. Ouais. Super. Ok, alors dans ce cas, je vous partage mon écran. Vous me dites si vous le voyez. Ça va? Vous voyez quelque Non, chose? ça charge. Hmm, oui. C'est bon. Merveilleux. Et bah du coup, bah, bonjour à tout le monde. Euh, je suis Hugo. J'essaie juste de mettre en... Allez, voilà, comme ça. Tac. Voilà, merveilleux. Ouais, donc bonjour à tout le monde, merci pour l'invitation Colin. Donc pour présenter rapidement, je suis Hugo Chirol, je travaille dans le réseau régional Île-de-France, qui n'a pas la chance d'être aussi nombreux que Sirena, mais qui a la chance en revanche d'avoir un poste dédié à la chaleur citoyenne. Pour la petite histoire, dans notre réseau régional, on était deux salariés. Et quand on a senti que l'ADEME devenait de plus en plus pro-chaleur et essayait de soutenir la filière de plus en plus, on leur a dit qu'on pouvait éventuellement imaginer un poste dédié à la chaleur citoyenne, sachant qu'à la base, il n'y avait pas grand-chose qui existait sur le territoire francilien là-dessus. Et c'est comme ça qu'on a pu avoir du financement pour créer un peu ce poste dédié, officiellement en tout cas, dédié à l'émergence et à l'accompagnement de projets de chaleur citoyenne. Aussi préciser peut-être que ce poste il a été créé il y a à peu près 3 ans ou 2 ans et demi. D'abord occupé par une autre personne, Elodie, qui est restée 1 an, et ensuite que j'ai remplacé en septembre de l'année dernière, donc ça fait bientôt 2 ans. Du coup, voilà, bon, j'ai toujours des petits slides qui présentent notre réseau régional, mais globalement, on a une vingtaine de collectifs en Île-de-France, dont 8 sont en coopérative avec, enfin, une des spécificités de notre réseau, c'est qu'il y a presque que du solaire, très très peu, voire pas d'éolien, et un tout petit peu de chaleur à la base. Et l'idée, c'est justement de faire émerger ça ou de développer ça. Aussi, autre spécificité de notre réseau, c'est qu'on a une approche en général très très mutualisée du fait de la proximité géographique qu'il y a entre nos collectifs. Pour la plupart, ils sont basés en petite couronne Île-de-France. Donc, pour celles et ceux qui sont pas familiers de l'Île-de-France, c'est dans les départements limitrophes à Paris. Et comme on voit sur la carte, bah, du coup, en fait, c'est pas très difficile de se réunir à Paris tous ensemble. Donc voilà, en fait, ça va revenir dans la présentation. On essaye de faire pas mal de choses en mutualisant un peu les compétences et les approches entre les collectifs, parce qu'on est dans des territoires qui sont souvent très similaires et centrés toujours autour de Paris. Du coup, bah ouais, donc Colin fait appel à moi pour qu'on parle un peu de chaleur citoyenne. À la base, moi, du coup, j'ai monté une formation d'une journée sur la chaleur citoyenne. Donc là, j'ai repris le même diapo et j'ai essayé de faire des coupes. Alors, il reste quand même beaucoup de choses, mais au moins, enfin, du coup, je parlerai pas de tout et n'hésitez pas si vous avez des questions, soit au fur et à mesure, soit après. Mais l'idée, c'est, enfin, du coup, je vous l'enverrai après et comme ça, au moins, vous avez un peu une sorte de base de tout ce qui se fait. Sachant que moi, dans l'approche que j'ai eue, c'était pas tant de présenter les filières en elles-mêmes, mais plutôt les montages citoyens qui correspondent à chacune de ces filières. Voilà, finalement, moi, je suis pas spécialement expert en montage de projet chaleur bois en soi, mais par contre, en montage citoyen, et comment on peut imaginer ça juridiquement, quels sont les avantages, etc., bah, là, du coup, on va pouvoir l'aborder. Voilà. Donc peut-être bah, pour commencer, un des éléments qui fait de la chaleur quelque chose d'intéressant très large, très globalement, c'est que bon, les projets d'énergie renouvelable, en principe, en tout cas les projets de chaleur renouvelable, en principe, ils se substituent directement
à des énergies fossiles, contrairement aux projets d'électricité renouvelable qui se substituent souvent à du nucléaire. Là, il y a un peu cet argument qui plaît pas mal en vrai, notamment aux collectivités, de dire bah voilà, on va remplacer, je sais pas, un chauffage au gaz par du solaire thermique ou par du bois énergie. Bon, bah tout de suite, c'est d'un point de vue du CO2, et le CO2 étant le principal critère pris en compte par les collectivités dans leur politique écologique ou énergétique, et ben c'est des arguments quand même qui marchent pas mal. Ça, c'est quand même un argument majeur. Et puis, il y a aussi un autre argument qui fait que bah, le modèle éco des projets ELEC est quand même de plus en plus difficile à tenir, euh, et notamment des petits projets. En Île-de-France, on a beaucoup de petits projets ELEC, donc typiquement, c'est un peu compliqué. Et la chaleur, toute filière confondue, mais en tout cas, la chaleur apparaît assez naturellement comme bah, un des axes à creuser dans lequel bah, il y a encore des sous et il y a encore des subventions, notamment via du coup le fonds chaleur qui est mis en place par l'ADEME, qui correspond à, si je dis pas de bêtises, une enveloppe d'un peu moins d'1 milliard annuel, débloquable du coup par l'ADEME pour financer ou cofinancer des projets de chaleur renouvelable. L'ADEME, dans sa manière de calculer, elle a mis en place ce qu'on appelle la démarche ENR Choix. Alors peut-être vous en avez déjà entendu parler, c'est ça qu'il est question sur la slide. Et en gros, c'est une démarche qui dit très rapidement, en gros, l'ADEME veut privilégier la mutualisation, notamment par exemple quand on dépose un projet, je sais pas, de géothermie de surface, l'ADEME va vous obliger à regarder s'il n'y a pas déjà un projet de réseau de chaleur urbain de grande échelle sur le territoire. Et si c'est le cas, elle va pas financer la petite installation de géothermie de surface et privilégier la mutualisation avec des gros projets. Globalement, ça correspond à une logique ouais, de faire en sorte que les projets qu'elles soutiennent soient le plus massifs possible. Et donc, c'est plutôt en défaveur des petits projets, on va dire. Mais bon, si on arrive à prouver qu'il n'y a pas d'autres gros projets, par exemple de réseau de chaleur, etc., bah, là, on peut quand même se faire financer des projets de chaleur renouvelable assez intéressants. Voilà, mais donc cette démarche ENR Choix, c'est un truc ils sont tous un peu monomaniaques dessus. Côté ADEME, c'est vraiment leur méthodo. Et c'est une méthodo pour la petite histoire qui a été créée en Île-de-France, par l'ADEME Île-de-France, justement parce qu'en Île-de-France, il y a des gros projets de réseau de chaleur qui coûtent plusieurs centaines de millions parfois. Et alors que dans d'autres régions, bah, c'est moins le cas. Et finalement, ça a été généralisé à toutes les ADEME régionales, alors qu'avant, c'était uniquement francilien. Donc voilà, donc un peu les deux grosses raisons qui nous amènent à considérer la chaleur, les enjeux de décarbonisation et les enjeux de modèle économique de subvention. Aussi, il y a quelque chose peut-être à mentionner. Au sein du fonds chaleur, il y a un bonus. Donc, en gros, le fonds chaleur, on peut y candidater pour se faire payer des études de faisabilité et pour se faire payer les investissements. En principe, les études de faisabilité sont remboursées à 50%, en gros, enfin, sont subventionnées à 50% par l'ADEME. Et les investissements, c'est entre 35 et 55% selon tout un tas de critères, etc. En plus de ça, dans le fonds chaleur, il y a un bonus pour les projets de réseau de chaleur à gouvernance citoyenne. Donc en gros, pour les projets de réseau de chaleur qui ont le label énergie partagée. Ça, c'est le résultat un peu d'un lobbying de énergie partagée à l'échelle nationale avec l'ADEME, qui était de dire bah, il faut soutenir spécifiquement les projets de réseau de chaleur à gouvernance citoyenne. Et donc, en fait, on peut avoir une aide de subvention à hauteur de 10% des investissements en plus par rapport à ce qui est calculé initialement. Ouais, je crois qu'il y a quelqu'un qui est J'arrive dans au le son micro, ouais, qui... s'il vous plaît. Hop, je crois que c'est bon. C'est bon? Du coup, voilà, donc tout ça pour dire qu'il y a donc un bonus citoyen, on en reparlera après, mais il y a un bonus citoyen qui existe, mais attention que pour les projets en réseau de chaleur. Du coup, un réseau de chaleur urbain, c'est la dénomination qu'on donne à des installations de production et de distribution de la chaleur à l'échelle typiquement d'un territoire, où il y a au moins deux clients différents euh, à ce, à cette installation de chaleur. Donc typiquement, euh, en principe, il y a une centrale, une chaufferie à un endroit donné, et il y a un tuyau d'eau chaude qui va circuler dans la ville et qui va desservir du coup différents clients. Et à partir du moment où il y a deux clients différents, donc par exemple un gymnase d'une collectivité et un bailleur social en face, bah là, le projet est considéré comme un réseau de chaleur urbain, et donc du coup, s'il est à gouvernance citoyenne, il peut être éligible à ce bonus de 10% qui du coup va venir
rajouter, élargir l'enveloppe de subventions que ce projet peut toucher. Bon, c'est finalement un truc qui est pour l'instant pas énormément sollicité, mais c'est juste pour vous dire que ça existe et en vrai, c'est jamais négligeable d'avoir des fonds de subvention des critères qui désignent directement énergie partagée. Donc il y a une petite procédure pour faire appel à ce bonus citoyen dans le cadre du fonds chaleur. C'est d'abord d'obtenir la labellisation d'énergie partagée pour le projet. Donc ça passe avec votre réseau régional, donc en l'occurrence Sirena. Et puis ensuite, du coup, il y a une procédure de demande auprès de l'ADEME pour avoir ce bonus-là. Bon, ça, c'est la slide qui spécifie du coup la procédure. Il y a une sorte de prise de contact et enfin, il y a un échange en gros. Mais je vous la passe, vous pourrez. Enfin, j'imagine que vous n'en êtes pas là, donc peut-être ça sert à rien de rester là-dessus. Alors, du coup, très rapidement, bah, comme on a ouais, 15-20 minutes peut-être de présentation, dans la formation moi, que j'ai imaginé, en tout cas pour l'Île-de-France, il y a l'idée d'aborder les trois filières chaleur majeures, donc le bois énergie, le solaire thermique et la géothermie. À chaque fois, de regarder un peu les modèles qui existent, euh, les modèles citoyens évidemment, donner quelques exemples et parler surtout des avantages du montage citoyen par rapport à un montage, on va dire, privé lucratif classique, quoi. Donc si on commence avec le bois énergie citoyen, on passe en vert pour cette énergie. Très rapidement, dans l'écosystème un peu énergie partagée, énergie citoyenne, finalement, c'est la filière chaleur qui est la plus forte et développée depuis un certain temps en fait. Le tout premier investissement, c'était 2014 d'énergie partagée investissement dans la coopérative ERE 43 en Haute-Loire, qui est un opérateur de chaleur citoyenne. Et comme on peut voir là sur la slide, bon, en fait, au fur et à mesure, il y a eu un travail d'apprentissage, de montée en compétences, à la fois des opérateurs chaleur du modèle citoyen et à la fois des acteurs de l'énergie citoyenne comme l'énergie partagée, qui se sont familiarisés au fur et à mesure avec cette filière, jusqu'à la publication en 2025 d'une charte bois chaleur bois territoire, qui est du coup en gros la déclinaison du label énergie partagée, mais dédié à la chaleur bois, avec des choses très très précises sur cette filière, notamment l'approvisionnement en bois, qui typiquement est un enjeu écologique quand même assez majeur. Donc voilà, tout ça pour dire que c'est dans les filières chaleur, c'est le bois qui est quand même la filière pionnière. Une petite carte des projets en exploitation ou en développement en France. Donc, vous voyez un peu la répartition géographique, c'est globalement ni en Île-de-France, ni en Nouvelle-Aquitaine. Enfin, peut-être qu'il y en a tout en bas, je sais pas exactement s'ils sont en Nouvelle-Aquitaine, dans les Pyrénées là, mais voilà, globalement, c'est une dynamique qui est historiquement très très ancrée en Auvergne-Rhône-Alpes. Et donc, du coup, bah, peut-être qu'il faut parler de ça assez rapidement. En fait, le bois énergie en France, enfin, le bois énergie citoyen s'est développé autour d'un peu une nouvelle manière de faire de l'énergie citoyenne, contrairement à ce qui se faisait la plupart du temps dans les COP citoyennes classiques sur l'électricité. Il y a eu beaucoup plus pour le bois énergie une approche qu'on a nommée une approche OETC, donc une approche d'opérateur énergétique territorial et citoyen. Donc, c'est un mot un peu barbare pour dire en gros que le bois énergie citoyen s'est développé avec une approche qui est beaucoup plus entrepreneuriale, beaucoup plus basée sur une logique de développement d'une activité économique, souvent sur du salariat, sur une perspective aussi assez long terme, contrairement à un certain nombre de projets citoyens, par exemple en photovoltaïque, où à la base, bon, ça ressemble quand même beaucoup au fonctionnement d'une association avec des bénévoles qui sont souvent retraités et qui du coup n'ont pas forcément besoin de se salarier, etc., etc. C'est vraiment une approche qui est différente et qui, du coup, c'est créé sur la filière chaleur bois. Bon, cette approche, du coup, elle a tout un tas d'avantages. On a quelques exemples. Bon, ça, je vous le passe. Elle a pas mal d'avantages et au fur et à mesure, du coup, il y a donc ces espèces d'opérateurs énergétiques territoriaux et citoyens, donc ces coopératives, on va dire, de production de chaleur bois renouvelable euh, se sont un peu mis ensemble, ont essayé de mutualiser leurs compétences et ont créé notamment un truc qui s'appelle le collectif Chaleur Bois Territoire, qui était en gros, c'est l'atelier thématique Chaleur Bois à l'échelle de Énergie Partagée Nationale, donc qui a produit pas mal de ressources ces derniers temps. Et puis, du coup, la charte dont je parlais, qui a été publiée en mai 2025, donc qui est vraiment toute récente. Ces opérateurs-là, par exemple, le plus connu d'entre eux, c'est sans doute ERE 43 qui est dans le Puy-de-Dôme. On peut voir que typiquement, il y a une sorte de, enfin, il y a un vrai ancrage sur un territoire.
avec tout un tas de petites chaufferies installées, avec une diversification des activités, puisqu'ils sont aussi mis à faire de la vente de bois déchiqueté à des clients particuliers. Ils sont mis à faire aussi quelques centrales photovoltaïques pour un peu pérenniser leur modèle économique. Mais on voit là typiquement que leur ancrage territorial, il est vraiment très très situé. Il est situé sur un demi-département, qui plus est rural, qui est la Haute-Loire. Donc c'est quand même assez spécifique comme fonctionnement. Et donc, typiquement, ce genre d'opérateurs, ils interviennent sur des projets comme des tout petits réseaux de chaleur en délégation de service public, c'est-à-dire qu'ils vont recevoir d'une commune, par exemple, la compétence d'apporter de la chaleur et du coup de gérer le réseau de chaleur, souvent de le construire et de l'exploiter. Le réseau de chaleur à l'échelle de la commune pour apporter de la chaleur à différents clients, que sont souvent les salles communales. Donc là, en l'occurrence, par exemple, la salle des fêtes, l'école, la maison des jeunes et puis éventuellement d'autres bâtiments privés comme des maisons, des églises, etc. Souvent, c'est des projets qui sont assez petits, inférieurs à 1 mégawatt installé, avec des petites chaufferies. Des fois, ils ont même carrément des chaufferies dédiées à un bâtiment qui va être très consommateur de chaleur. Donc, c'est clairement ça leur modèle économique. Et ils interviennent typiquement dans des territoires ruraux où, en fait, c'est des projets qui sont pas assez rentables pour les acteurs économiques privés lucratifs. Et c'est des projets qui sont quand même trop compliqués pour les communes qui, du coup, sont trop petites et n'ont pas les ressources. Donc, en fait, ils interviennent pile sur un segment où il n'y a personne. C'est pas assez lucratif, mais en même temps, les communes n'ont pas assez les ressources pour développer ce genre de projet elles-mêmes. Et enfin, c'est là, en vrai, un des trucs très intéressants avec ce modèle, c'est et souvent l'énergie citoyenne est assez forte dans ce genre d'espace où il y a un peu un vide entre activité privée et activité de la puissance publique et où personne en fait fait des projets parce que ça colle un peu aux critères de personne. Bah là, l'énergie citoyenne typiquement est capable de faire sortir des projets qui sortiraient pas autrement, quoi. Donc c'est ça sans doute un des principaux intérêts. Et peut-être du coup présenter quand même cette live, parce que c'est ça qui est très très intéressant avec ce modèle OETC là, d'opérateur un peu identifié, c'est que du coup ils regroupent au sein de leur structure coopérative, ils regroupent en fait tous les acteurs de la filière à tous les échelles, à toutes les échelles. Donc ils vont avoir des salariés évidemment, ils vont avoir une CUMA, donc une coopérative de mutualisation du matériel agricole. La CUMA, son rôle, ça va être d'utiliser son matériel et du coup de gérer par exemple le broyage du bois. Ils vont avoir les propriétaires de la ressource, donc les propriétaires de forêt, dont l'intérêt est de valoriser leurs ressources et donc du coup ils sont au capital et ils peuvent apporter leur bois. Ils vont avoir évidemment les fondateurs des collectifs citoyens ou des coopératives citoyennes qui sont présentes au capital et qui du coup garantissent un peu de la vie coopérative et de l'intérêt territorial de la structure. Ils vont avoir des consommateurs, ça c'est très important, avec typiquement une commune où il y aura un petit réseau de chaleur, et ben, elle va rentrer au capital, elle va devenir sociétaire de l'opérateur et va pouvoir consommer, acheter de sa chaleur, enfin, acheter sa chaleur à l'opérateur, mais du coup en faisant partie de la coopérative et de sa gouvernance. Voilà, etc., etc. Mais vraiment cette idée d'être à la fois sur la production, mais d'avoir une sorte de structure qui agglomère en fait tout le monde, tous les maillons de la chaîne. Et ça, c'est notamment dans des territoires ruraux assez intéressant pour donner confiance, pour avoir un modèle économique qui tient, pour être fiable aussi. Voilà, c'est vraiment un modèle qui a vachement essaimé et enfin, dont peut-être vous avez déjà entendu parler parce que l'énergie partagée à l'échelle nationale, c'est un peu emparé de ce modèle-là qu'on a appelé OETC en disant, bah, en fait, là, il y a sur la chaleur bois quelque chose de très intéressant, une nouvelle manière de porter des projets d'énergie renouvelable coopérative qui vaudrait le coup d'être étudié et éventuellement répliqué dans d'autres filières. Bon, je vous passe les détails, mais globalement, ça a plein d'avantages, notamment sur l'impact écologique, parce qu'évidemment, du coup, tout est fait bien mieux que si c'est un acteur privé lucratif qui s'occupe du projet et qui, du coup, essaie de faire le plus de marge possible. Globalement, un des principaux, enfin, quand je fais cette formation, il y a une sorte de petit jeu qui s'appelle Show Must Go On, où on essaye de mettre une problématique, un montage citoyen et associé, on va dire, et le principal apport du fait de porter le projet de manière citoyenne. Et là, typiquement, comme on disait, le montage citoyen qui correspond le plus à cette problématique d'avoir des petits réseaux de chaleur ruraux sur des petites communes en bois énergie, souvent, du coup, le montage citoyen qui correspond le plus, c'est d'avoir cette approche un peu opérateur.
et qui permet du coup typiquement de se positionner sur des marchés où les projets ne sortent pas. Évidemment, ça a d'autres avantages qui sont bah, tout ce que j'ai dit, l'impact social, l'apport de capital, etc. Bon, ça, sans doute que vous connaissez parce que c'est similaire à ce qui se passe dans l'énergie citoyenne en général. Bon, j'essaie de passer vite, j'espère que c'est pas trop rapide, mais globalement, ce qu'il faut retenir du Bois Énergie, c'est que donc, globalement, il y a plein de projets qui se font, toujours avec ce modèle-là opérateur, qui mutualise globalement les compétences sur tous les maillons de la chaîne, qu'il y a énormément de compétences, justement, et de retours d'expérience dans le réseau énergie partagée là-dessus, plutôt basé en Auvergne-Rhône-Alpes. Et voilà. Pour l'instant, enfin, je pense que c'est les principales choses. Et du coup, j'ai une slide là avec toutes les ressources si vous voulez aller voir. C'est vraiment très, très riche. Ensuite, pour ce qui est du solaire thermique, donc là, on est sur une autre filière, chaleur, sur lequel il y a aussi plein de choses à dire. L'historique, on va dire à l'échelle nationale de l'implication de l'énergie partagée sur le solaire thermique, c'est bien plus récent. Le premier projet qui a été mis en service, premier projet solaire thermique citoyen, c'était dans le 69, ou je sais plus, c'est dans le 38, je me demande s'il n'y a pas une erreur. Bon, bref, c'est en Auvergne-Rhône-Alpes, encore une fois. C'était en 2019, donc ça commence à remonter déjà. Et puis ça a abouti sur la publication d'un guide solaire thermique citoyen en 2023, dont l'objectif était vraiment de faire en sorte qu'il y ait une vraie réplicabilité des projets solaires thermiques citoyens en France. Et en fait, ça n'a pas trop marché pour plein de raisons. Mais globalement, depuis 2020, il n'y a pas vraiment de nouveaux projets solaires thermiques citoyens qui émergent. Les seuls qu'on connaît, souvent des centrales bois énergie portées par des opérateurs qui du coup rajoutent quelques panneaux solaires thermiques pour, euh, pour produire de la chaleur en plus sur leurs installations, mais c'est pas des projets solaires thermiques citoyens en eux-mêmes, c'est plutôt du bonus. Mais bon, voilà, donc ça c'est un peu le constat. Après, il se trouve que ça revient un peu sur le devant de la scène, d'abord parce que l'ADEME réinvestit quand même pas mal le sujet ces derniers temps. Aussi parce que, bah, notamment suite à la baisse des modèles éco, enfin la baisse des tarifs de rachat de l'électricité produite par des panneaux photovoltaïques, les modèles économiques sont de plus en plus compliqués à tenir. Et donc, pour des collectifs citoyens qui portaient des projets de solaire PV, bah, naturellement, c'est plus facile de commencer à regarder le solaire thermique quand on connaît déjà un peu les enjeux du solaire, euh, au moins au niveau de l'installation, donc sur les toitures, etc. Donc, on sent un regain d'intérêt et on sent aussi un regain d'intérêt du côté des collectivités. En tout cas, depuis l'Île-de-France, c'est assez palpable, avec pas mal de collectivités qui, tout de suite, enfin, d'un coup, là, typiquement, ils entendent surproduction d'électricité en France, etc., et qui viennent nous parler de solaire thermique en nous demandant si nos collectifs sont capables d'en installer. Donc voilà, ça pour dire qu'il y a il y a un sujet solaire thermique qui revient de plus en plus. Euh, voilà la localisation des deux projets de solaire thermique citoyen en France. Donc c'est encore une fois ni en Île-de-France, ni dans le sud, ni dans le sud-ouest. Sur le solaire thermique, du coup, préciser peut-être un peu comment ça s'est fait, ces deux projets-là, un peu comment ça marche. L'idée, enfin, l'approche qui a été mise en place pour les deux projets en question, c'est qu'une société citoyenne lance un projet de solaire thermique. Ça va être elle qui investit initialement dans les équipements de l'installation. Ensuite, la plupart du temps, les panneaux solaires thermiques sont mis à disposition du bénéficiaire, donc qui va consommer la chaleur, qui va souvent habiter dans le bâtiment. Mais la société citoyenne, donc la coopérative, reste propriétaire du matériel. En échange, l'utilisateur de l'installation profite du coup de cette chaleur. Donc, par exemple, ça va être 30 à 40% de sa consommation de chaleur pour l'eau chaude sanitaire annuelle. Il va profiter de cette chaleur et en échange, il va payer un loyer à la société citoyenne, donc à la coopérative qui reste propriétaire de l'installation. Pour ça, il y a besoin d'un contrat et du coup, c'est un des principaux enjeux quand on développe le solaire thermique citoyen pour une coopérative, c'est de bien clarifier les choses dans le contrat qui est passé avec le bénéficiaire. Donc, ce que je viens de dire en schéma, ça donne ça. Donc, un bénéficiaire qui habite dans cette jolie maison, qui profite de l'installation solaire thermique qu'il y a sur son toit, qui verse en échange un loyer à la coopérative citoyenne qui elle-même a investi et mis à disposition l'installation de solaire thermique. Voilà, en fait, ça ressemble pas mal à ce qui peut se faire parfois dans le PV. Euh, mais voilà un peu le format. Est-ce qu'il y a une question? Non, j'ai entendu un bruit.
Ok, je continue. Voilà, donc du coup, c'est un peu ça. Et... Ah si, il y a une question. Est-il possible de partager des trames de contrat? Oui, tout à fait. Pour solaire thermique et bois énergie. Oui, oui, tout à fait. Et il me semble qu'il y en a dans le document, justement. Ouais, il me semble qu'il y en a après. En tout cas, il y en a dans le réseau énergie partagée, clairement. Du coup, d'un point de vue schématique, le modèle économique, c'est ça. Ça, c'est, on va dire, plutôt vu du bénéficiaire. C'est-à-dire qu'il a un coût de l'énergie. Si on prend juste en compte l'eau chaude sanitaire, donc en gros le fait de chauffer l'eau qu'il va utiliser pour sa douche et sa cuisine, si on prend juste ça en compte, il va avoir un coût initial qui est du coup qui correspond bah, jusqu'à la barre orange en haut. Et à partir du moment où l'installation solaire thermique va rentrer en service, bah, naturellement, il va consommer beaucoup moins. Il va avoir besoin typiquement de brûler beaucoup moins de gaz s'il a une chaudière à gaz pour son eau chaude sanitaire. Et donc, ça sera grâce du coup à l'installation solaire thermique. Donc, ça va lui faire une économie nette sur sa facture de gaz. Et une partie de cette économie, qui est matérialisée du coup par la partie supérieure là, bah, il va du coup la compenser en payant un loyer à la coopérative citoyenne qui a mis en place des panneaux solaires thermiques sur son toit pendant un certain temps. Donc en principe, je sais pas, c'est 10 ans ou 15 ans ou 8 ans. Et à l'issue de la durée du contrat, l'installation solaire thermique est rétrocédée par la coopérative citoyenne au bénéficiaire, qui du coup devient propriétaire et peut consommer la chaleur solaire thermique qui est produite sur son toit, mais gratuitement. Donc en fait, ça lui fait des économies nettes par rapport à son chauffage initial, en l'occurrence au gaz pour notre exemple. Bon, voilà, je sais pas si c'est clair, mais en gros, ce schéma résume un peu ça, ce modèle-là. Dans les deux règles, c'est-il possible de savoir sur quel bâtiment sont installés les panneaux solaires thermiques? Ouais, ouais, ça vient tout à fait. Du coup, justement, si on parle des deux exemples, les deux exemples de solaire thermique citoyen qui existent dans le réseau, il y en a un, c'est sur une copropriété, donc voilà, c'est à Voiron. C'est une installation qui est mixte, il y a à la fois du solaire thermique et ils ont mis un peu de photovoltaïque à côté. C'est porté par une coopérative qui s'appelle Buxia Énergie et typiquement cette installation, elle couvre 40% des besoins en eau chaude sanitaire et un tout petit peu de chauffage. Mais en principe, c'est focus sur l'eau chaude sanitaire. Voilà, et donc bah, du coup dans le contrat, ce qui est marqué en dessous, ça correspond à ce que je disais. Mais voilà, c'est une copro qui était neuve, donc c'était peut-être aussi plus simple. L'autre exemple qu'on a dans le réseau, c'est une installation qui est sur le toit d'une coopérative de production ou de traitement de laine, qui s'appelle Ardelaine, qui est en Ardèche, dans le 07. Et là encore une fois, c'est 17 kilowatts installés de panneaux solaires thermiques. Il y a aussi des panneaux PV à côté. Et ça permet de couvrir à peu près 75% des besoins de chaude sanitaire. Bon, après, il y a d'autres infos. Typiquement, là, il y a un contrat de 10 à 15 ans pour du coup un remboursement de la coopérative. Un des trucs quand même importants à comprendre dans le solaire thermique, c'est que l'approche est vraiment, en fait, pour le solaire thermique, l'approche se base vraiment sur les besoins. C'est ça qui est assez intéressant. C'est qu'en gros, en fait, il y a un enjeu de dimensionnement pour le solaire thermique qui est vraiment majeur. Parce que contrairement au PV, on ne peut pas tout rebalancer sur un réseau comme ça quand on est en surproduction. Donc, typiquement, pour le solaire thermique, il faut en gros avoir une idée de la consommation de chaleur, en l'occurrence par exemple d'eau chaude sanitaire, qu'on va avoir l'été. C'est-à-dire au moment où en principe on consomme le moins de chaleur et au moment où on en produit le plus. Et à partir de ce calcul-là, on va pouvoir dimensionner nos installations solaires thermiques. Ça, c'est hyper important parce que, bon, déjà, en vrai, dans la méthode, ça fait plutôt sens et ça correspond plutôt à une approche de sobriété, etc., de repartir des besoins et de calculer à partir de ça. Mais en général aussi, en fait, la filière solaire thermique, elle a pas mal souffert d'un long moment où étaient développés des projets solaires thermiques sans du tout prendre en compte les besoins. Il se trouve que pendant longtemps, il y a eu une aide de l'État à l'installation de panneaux solaires thermiques, notamment pour des bailleurs sociaux, qui ont mis ça partout sur leur toit et qui avaient une aide qui était calculée au mètre carré de panneaux de solaire thermique installés sur leur toit. Donc du coup, ils n'ont jamais trop fait attention à ce que cette chaleur produite sur leur toit, par exemple en plein été, soit réellement consommée en dessous. Et donc, typiquement, bah, ils ont surdimensionné au max leurs installations pour toucher un max de subventions. Mais quand on surdimensionne des installations de solaire thermique, bah, en fait, ça les bloque parce il y a un liquide caloporteur qui passe du coup dans les panneaux solaires thermiques qui chauffe. Et ben en fait, si cette chaleur peut pas être consommée par le bâtiment qui est en dessous, et ben du coup, ce liquide, au bout d'un moment, il peut caraméliser et donc du coup, il bloque les tuyaux qui donc passent dans l'installation solaire thermique sur un toit.
Donc, en fait, ça donne un résultat où on a une installation, enfin, et en Île-de-France, on en a plein, des installations sur des toits de bailleurs sociaux ou même de collectivités qui sont dysfonctionnelles, qui ne marchent pas depuis 10, 15 ans, sans personne pour aller les checker. Et en fait, personne ne va les checker parce que souvent, comme le solaire thermique, ça vient couvrir une partie, donc 30-40% de nos besoins en eau chaude sanitaire, le reste, c'est de l'appoint. Donc en fait, le consommateur en dessous, le mec qui habite dans le bâtiment en dessous, il a toujours de l'eau chaude l'hiver. Il ira jamais se plaindre parce qu'il va jamais remarquer parce que lui, il aura toujours de l'eau chaude l'hiver. Donc finalement, en tout cas nous en Île-de-France, et je sais pas chez vous, mais on a un vrai sujet d'aller essayer de réhabiliter des installations solaires thermiques qui sont déjà installées mais qui sont dysfonctionnelles parce que mal installées, mal calculées et avec souvent des propriétaires qui sont même pas au courant qu'ils ont ça sur leur toit. Et depuis le Covid, là, il y a un peu une réappropriation de ce sujet-là, mais ça va très doucement. Et aussi, bah, du coup, en fait, ça a un peu ruiné la réputation de la filière. C'était plutôt dans les années 2000-2010 que ça s'est développé. Et du coup, bah, comme tout le monde a tiré sur la corde à fond, bah, ça a complètement ruiné la répute de la filière. Et c'est aussi pour ça que la filière solaire thermique a du mal à se développer. Donc oui, en effet, une piscine municipale, l'été, c'est tout bon. En termes de cible, du coup, pour le solaire thermique, il faut, et pour la chaleur en général, il faut cibler, du coup, les bâtiments qui consomment le plus de chaleur en plein été. Donc typiquement les bâtiments genre les EHPAD, médico-sociaux, quoi. Ou alors les piscines. Les piscines, c'est incroyable. C'est le, c'est le paradis, quoi. Je vois qu'il y a aussi une question sur l'exploitation. L'exploitation, c'est un vrai sujet. En principe, du coup, l'intérêt d'une coopérative, si elle porte un projet de solaire thermique sur une installation, c'est qu'elle peut garantir, elle peut se porter garante de gérer la maintenance contre, du coup, notamment le loyer qui lui sera versé. Et comme ça, c'est elle qui porte un peu ce travail de gérer les relations avec le mainteneur, etc. Sachant encore une fois que la filière souffre un peu d'une mauvaise réputation parce que c'est assez difficile de trouver des mainteneurs, notamment par exemple pour des particuliers. Souvent, les particuliers qui ont des installations solaires thermiques sur leur toit, ils trouvent pas de mainteneurs parce que personne ne veut intervenir. Ou alors, il y en a pas assez qui sont formés. Enfin bref, donc c'est vraiment un marché qui est en pleine restructuration et du coup, on va dire que ça joue en défaveur de la filière. Mais en même temps, ça peut jouer en faveur de l'approche citoyenne qui, du coup, a vraiment une plus-value vis-à-vis de ça parce qu'elle peut apporter une sorte de confiance que bah voilà dont il y a besoin en fait sur une filière comme celle-ci. J'ai quelques slides ouais, très rapidement sur mais ça je vais pas rentrer dans le détail mais finalement en Île-de-France pour vous raconter un peu ce qui se passe en Île-de-France donc on a sollicité on a une approche plutôt mutualisée on a pris un peu un ou deux bénévoles de chaque collectif citoyen donc de la vingtaine de collectifs citoyens qu'on a. On va dire qu'il y a ouais, au moins une dizaine de bénévoles qui sont très motivés sur le solaire thermique, qu'on a formés et du coup qu'on accompagne là avec le réseau régional dans une vraie montée en compétences. On fait des visites de sites, on paye des formations, etc. pour être capable de porter des projets de solaire thermique. Et on essaie d'avoir une approche mutualisée. Donc en gros, maintenant, là, on est dans une phase où on a réussi à définir un peu une méthodologie, savoir, savoir identifier du coup, enfin savoir prospecter des bâtiments intéressants, donc typiquement des EHPAD ou des piscines. Ensuite, avoir une méthodologie de collecte des données une fois qu'on prend contact avec eux sur quel type de chauffage existe déjà, à quel tarif, je sais pas, à quel tarif le bâtiment se fournit en gaz, etc., etc. Ensuite, on est capable du coup de faire une note d'opportunité en s'appuyant sur les ressources qui existent dans notre région. Et l'idée là, enfin l'étape où on en est collectivement à l'échelle du réseau, c'est justement de chercher un maximum de projets comme ça, de multiplier les prises de contact avec de potentiels projets pilotes. Donc voilà. Et on a un peu aussi cette réflexion. Tout à l'heure, on parlait d'opérateurs énergétiques territoriaux et citoyens, là, d'opérateurs d'OETC pour la chaleur bois, où il y avait une approche un peu globale, où il y avait tous les maillons de la chaîne réunis dans une même structure coopérative. Eh ben, à l'échelle de l'Île-de-France, on se pose un peu la question de faire émerger ça, mais pour du solaire thermique, justement parce que, étant donné qu'il n'y a pas d'interlocuteur crédible vraiment identifié, et que c'est un peu le Far West dans le milieu du solaire thermique en Île-de-France, ben, a priori, on identifie qu'il y aurait un vrai intérêt d'avoir une structure coopérative qui réunit des coopératives citoyennes, mais aussi un mainteneur, un installateur, éventuellement un constructeur de panneaux, un bureau d'études, et que tout ça mis rassemblés au sein d'une seule structure serait potentiellement bah, assez intéressant pour pouvoir bah, aller chercher des projets, réhabiliter des projets de panneaux solaires existants mais dysfonctionnels ou installer des nouvelles
les nouvelles installations en Île-de-France, quoi. Donc il y a un peu ces réflexions-là. Et donc du coup, là, on a des slides qui du coup reprennent les slides de tout à l'heure sur la chaleur bois, mais imagine avec quels acteurs on pourrait le faire, quoi. Bon, voilà. Globalement, sur solaire thermique, des trois filières, pour moi, c'est la plus intéressante. En tout cas, celle dont un collectif citoyen qui existe déjà et qui porte des projets sur les autres filières, pour moi, c'est la plus simple en chaleur, la plus appropriable. Alors, il y a des enjeux techniques qu'il faut pas négliger. En vrai, c'est assez technique, la plomberie, et du coup, ça nécessite une manière de travailler qui est différente. Mais par contre, en termes de montage citoyen, c'est très similaire. Et en plus de ça, bah voilà, c'est subventionné par l'ADEME. Euh, les panneaux sont produits en France, etc. Enfin, il y a quand même pas mal d'intérêt. Voilà. Vous pouvez relire tout ça si vous voulez. Et là, il y avait une question tout à l'heure sur est-ce qu'on peut trouver des modèles de contrat et tout. Il y a pas mal de choses là-dessus, sur ces sites-là, notamment un site de Socol. Socol, c'est Solaire Collectif, c'est Enerplan, donc qui est l'interpro, enfin, l'asso interprofessionnel du solaire qui a mis pas mal d'énergie ces derniers temps pour restructurer justement la filière solaire thermique et donner des outils. Et donc, ils ont un site en open source où il y a pas mal de choses là-dessus. Bon, voilà un peu pour la partie solaire thermique. J'espère que c'était clair. Je vois qu'il faut que j'avance. Il y a une dernière question. Est-ce qu'on peut avoir des éléments économiques sur chaque filière, coût d'investissement OPEX, TRI, prix de revient du kilowattheure? Ce qui est assez difficile sur la chaleur, en tout cas sur le solaire thermique, c'est que ça dépend vraiment énormément des installations, parce que en fait, les coûts d'installation sont déterminants. En tout cas, je parle en Île-de-France, parce qu'en Île-de-France, on fait surtout de la toiture, et du coup, l'accès à la toiture, et donc du coup, le coût d'installation du solaire thermique va être assez déterminant pour le modèle éco qu'il y aura derrière. Donc, comme ça, je peux pas vraiment répondre à la question, mais c'est typiquement là où on en est, en fait, nous, en Île-de-France. Vous allez trouver des projets pilotes pour justement se casser un peu les dents derrière sur les modèles éco et savoir à quel point ça marche, quoi. Voilà. Donc, peut-être qu'on aura des éléments de réponse, nous, là-dessus, dans quelques mois. Mais, euh, mais voilà. Peut-être rapidement pour la géothermie citoyenne, en vrai, c'est pas inintéressant de l'aborder avec vous, puisque mine de rien, le bassin aquitain est quand même un bassin plutôt favorable à la géothermie. Je fais des études de géologie, c'est pour ça que je peux shiner un peu là-dessus. Mais en gros, bah, c'est la même chose en Île-de-France. Et du coup, pareil pour vous. On est dans des contextes géologiques qui sont plutôt favorables à la géothermie. Bon, en Île-de-France, ça correspond en plus à un besoin de chaleur qui est énorme, hein, avec la métropole du Grand Paris. Je ne sais pas ce qu'il en est pour la Nouvelle-Aquitaine. Je pense que c'est un peu moindre. Il y a moins d'énormes métropoles qui sont pile au-dessus de là où il y a le plus de potentiel géothermique. Mais globalement, on a quand même essayé de réfléchir à la géothermie citoyenne en Île-de-France. À l'échelle nationale d'abord, il se passe pas grand-chose sur la géothermie citoyenne. Juste, il y a un truc qui est en train d'émerger à Strasbourg qui est vraiment très très intéressant avec un petit réseau de chaleur citoyen qui serait a priori porté par bah, du coup un peu un OETC encore une fois. Donc là en l'occurrence c'est une personne qui est une géologue qui connaît bien le sujet et qui a envie de monter une coopérative, de se salarier, d'avoir une approche entrepreneuriale mais en même temps coopérative et citoyenne et de créer un petit réseau de chaleur urbain sur une sorte de petite île au sein de la ville de Strasbourg. Donc c'est le réseau Géclair, donc qui est le réseau de l'énergie citoyenne en Grand Est qui les accompagne. Et franchement, c'est vraiment très très intéressant ce qu'ils font. Voilà, donc affaire à suivre. Pour l'instant, c'est juste au stade de l'émergence. Sinon, on a pas mal, enfin, on a des petites sollicitations de collectivités sur des gros réseaux de chaleur en Île-de-France, par exemple, où des collectivités viennent nous voir en nous disant, ouais, comment on peut intégrer plus les citoyens, sachant que c'est des projets qui coûtent des fois plus de 100 millions d'euros. Donc, voilà, c'est plus cette approche-là. Mais pour le coup, la géothermie citoyenne, c'est sans doute plus difficile d'appropriation pour des collectifs citoyens déjà existants. Mais bon, on y travaille. Juste quand même, il y a un exemple de collectif citoyen qui travaille sur la géothermie vraiment officiellement. Il s'agit d'Ativa, peut-être vous en avez déjà parlé avec Claude qui est souvent là pendant les rencontres, etc. Lui, du coup, avec son collectif qui s'appelle Ativa, qui est basé à Ville d'Avray, donc en région parisienne, bah, lui, en fait, à la base, son plan, c'est de faire de la géothermie citoyenne. Enfin, le collectif, leur but, c'est de faire de la géothermie citoyenne. Donc, ce qu'ils font, en fait, très concrètement, c'est qu'ils essayent d'aller chercher des copropriétés ou des bailleurs sociaux, de faire des études de faisabilité de projets de géothermie de surface, principalement. Donc, voilà, des petits projets de géothermie, sur nappe ou sur sonde, pour ceux qui connaissent
Et après, ils vont défendre le projet auprès du conseil syndical. Et en fait, très souvent, on tombe sur un os, parce que bah, évidemment, le conseil syndical, ça met toujours trois plombs. Enfin, le temps de la copropriété, c'est toujours assez compliqué quand il y a des enjeux d'investissement, en plus avec un collectif citoyen, etc. Mais voilà, donc il y a toujours des projets qui sont en développement et à l'étude, et des études de faisabilité, par exemple, qui sont déposées auprès de l'ADEME pour pouvoir être étudiées. Mais pour l'instant, ça s'est pas traduit en projet mis en place très concrètement. Oui, oui, bah clairement à Bordeaux et du coup dans tout le bassin aquitain, vous m'avez l'air en effet plutôt bien avec un potentiel géothermique intéressant. Bon, du coup, donc sachez que ça existe. Pour l'instant, il n'y a pas de retour d'expérience très concrètement. Sinon, il y a un autre sujet qui est du coup le sujet des gros réseaux de chaleur citoyens. Je vais passer très rapidement là-dessus, mais en Île-de-France, on a beaucoup travaillé là-dessus parce que notre réalité en Île-de-France, c'est qu'il y a énormément de gros réseaux de chaleur sur la petite couronne qui coûtent plus de 100 millions d'euros, qui sont souvent des délégations de services publics auprès d'acteurs de la chaleur comme Engie ou Dalkia ou IDEX. Enfin bref, il y a quatre gros groupes en gros qui se partagent le marché et qui du coup ont un niveau de compétence complètement disproportionné par rapport à la collectivité qui leur fait la délégation de service public. Et donc ça crée des vraies questions. Euh, Si je vous donne un exemple un peu caricatural, une commune veut faire, donc une commune, je sais pas, de 100 000 habitants de région parisienne, Montreuil par exemple, veut faire un réseau de chaleur urbain, n'a pas les thunes pour mettre 120 millions dans un réseau de chaleur, parce que bah, forcément c'est quand même intense, n'a pas les compétences spécialement. Elle va faire un appel à projet pour une délégation de service public. Les quatre opérateurs chaleur répondent, donc les quatre qui se partagent le marché répondent. Il y en a un qui est sélectionné, et ensuite il a un contrat pendant 20 ans. Il va investir et exploiter le réseau, et c'est lui qui va fixer le tarif de vente de la chaleur. Donc la chaleur qui sera consommée souvent par des bâtiments publics ou des bailleurs sociaux, etc., pour tous les plus gros bâtiments consommateurs de chaleur du territoire. Bon, bah, au début, souvent, ça se passe bien. Forcément, les 5 premières années, la commune, elle a mis en place tout un cahier des charges, elle essaie de faire attention à certains trucs et tout. Donc, en principe, les premières années, ça passe bien. Mais imaginez sur 20 ans, clairement, au bout de 10 ans, l'opérateur chaleur, s'il veut augmenter un peu ses marges, il peut augmenter un peu le tarif. Il peut dire que c'est parce que, en fait, il y a des travaux à faire sur tel ou tel axe du réseau. Et en fait, la commune, elle n'a pas du tout la ressource pour être capable de dire si c'est vrai ou pas, si c'est crédible ou pas. Et donc, du coup, il y a quand même une asymétrie qui se crée avec le temps et qui est vraiment parfois en défaveur de la commune et en faveur, du coup, de l'acteur privé qui éventuellement, s'en met quand même pas mal plein les poches dans ce genre de situation. Donc, il y a un enjeu et c'est un truc qu'on essaie de défendre, nous, en Île-de-France, d'aller voir les communes qui portent des gros réseaux de chaleur en leur disant, essayez d'intégrer une sorte de gouvernance citoyenne, à minima, de consultation citoyenne tout au long de la vie du projet. Notamment, il y a un truc qui s'appelle le comité des abonnés des usagers, qui est une sorte d'obligation réglementaire que l'opérateur chaleur est obligé de mettre en place, mais par contre, il n'a aucune obligation pour le faire vivre, ce comité. C'est une institution enfin, une instance qui réunit tous les consommateurs ou tous les abonnés du réseau de chaleur et qui normalement se réunit et éventuellement peut discuter des sujets majeurs. Donc nous, typiquement, on essaye de faire un lobbying là avec Énergie Partagée en Île-de-France pour pour que ces comités d'abonnés et des usagers soient un peu ambitieux et prennent vraiment en compte la vie des abonnés et des usagers et qu'ils soient consultés à minima consultés avant chaque décision stratégique sur le réseau de chaleur, comme l'augmentation du prix de la chaleur. Bon, c'est des trucs un peu techniques et il y a pas mal de montages qui existent où on essaye d'imaginer comment on pourrait faire des projets de réseau de chaleur vraiment de grande taille qui soient labellisables par énergie partagée, qui nécessitent du coup 40% d'investissement citoyen et public. Mais bon, il y a tout un tas de trucs que je vais pas détailler parce que c'est un peu compliqué. Les tarifs sont définis dans les contrats de DSP. Le délégataire ne peut pas faire comme il veut. Il peut faire un avenant. Oui, c'est vrai. Ils sont souvent bien en retard sur leur programme de développement. Ils prennent plus de temps. Oui, par contre, par exemple, le délégataire peut faire financer des travaux. Il peut dire il y a des travaux à faire sur l'entretien du réseau, etc. Et en fait, il y a assez peu de visibilité de la part de la collectivité, quoi. Globalement, ce que je voulais dire, c'est qu'il y a une asymétrie d'information, forcément, sur 20 ans d'un projet géré par un opérateur privé par rapport à une collectivité. Bon, voilà. Après, j'ai des slides qui détaillent un peu tout ça. Je vois qu'il est 14h15. Peut-être que je peux m'arrêter là. Mais, euh, mais voilà, l'idée, c'était de balayer un peu les trois grandes filières chaleur, d'essayer de donner un peu des exemples de portage de projet. Peut-être c'est rentrer un peu trop dans le détail, notamment pour la géothermie. Je sais pas à quel point ça vous concerne,
Mais voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions et dire ce que vous en pensez. Merci beaucoup Hugo. Et oui, effectivement, il nous reste une grosse dizaine de minutes pour des questions-réponses. Merci d'en avoir pris certaines au fil de l'eau. Ça nous fait gagner du temps. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions, c'est le moment. Ah oui, je vois qu'il y a une question là qui parle du montage entre une SEM Mm. et EPI, c'est intéressant. En gros, enfin, peut-être détailler juste un peu ça. Euh, En gros, du coup, on a essayé de se dire, mais comment on peut faire un réseau de chaleur citoyen? Parce que du coup, à partir du moment en gros, les réseaux de chaleur, soit ils sont portés 100% public en régie ou par un syndicat d'énergie grâce à une société publique locale, donc du financement qui est 100% public. Et du coup, là, impossible en tant que coopérative citoyenne, parce qu'on a quand même un statut d'entreprise privée, d'intervenir, parce que c'est du 100% public. Ou alors, éventuellement, il y a une participation un peu du privé, mais sans intérêt vraiment sur la gouvernance, etc. Ou sinon, du coup, on est dans le 100% privé, type la délégation de service public, mais on est en concurrence avec des acteurs privés dont c'est le métier de répondre à ce genre de choses. Donc, comment se positionner, c'est un peu la question qu'on a essayé de mener. Et du coup, une des solutions qu'on identifie pour des projets, on va dire, qui sont à une grande taille, mais une taille quand même qui reste raisonnable. Donc, imaginons, je sais pas, entre 5 et, enfin, entre 0 entre 1 et 12 gigawattheures annuels, on va dire. Euh, pour ce type de projet, on peut imaginer qu'il y a un accompagnement de la commune en amont pour qu'elle intègre dans son cahier des charges des éléments sur la gouvernance citoyenne. Quand en gros, dans le cahier des charges de l'appel à projet, il y a vraiment des trucs de le projet devra être labellisé par énergie partagée, le projet devra disposer de 40% minimum d'actionnariat public et citoyen, ce genre de choses. Là, typiquement, il peut y avoir des éléments comme ça sur le cahier des charges, et là, pour le coup, c'est plutôt le rôle des réseaux régionaux d'essayer d'accompagner les collectivités là-dessus dans la rédaction de leur cahier des charges. C'est un peu une sorte de lobbying territorial, quoi. Et ensuite, il peut y avoir une réponse, du coup, à ce genre de projet, ce genre d'appel à projet, en tout cas, une réponse où il y a énergie partagée coopérative qui s'associe avec une SEM ou voire même un opérateur privé, mais par exemple une SEM. Et du coup, bah, en fait, une SEM qui a du coup le statut d'entreprise privée peut répondre en proposant un projet. Et naturellement, s'il y a eu des éléments dans le cahier des charges qui incite le répondant à aller vers quelque chose de citoyen et que répond une coopérative en association avec une SEM, bah, a priori, sa candidature a des chances d'être retenue. Mais bon, voilà, c'est des types de montage. On est en train d'étudier ça pour un projet de chaleur bois, justement, qui serait d'une grosse dizaine de gigawattheures annuels. Donc, à peu près une douzaine de millions d'euros d'invest. Ce qui est quand même gros hein, pour énergie partagée investissement. Mm. Mais voilà, c'est ce genre de truc sur lequel on travaille. Ok. Est-ce qu'il y a des questions, des remarques? François, tu parlais de géothermie à Saint-Paul-les-Dax, c'est ça? Oui, absolument. Effectivement, on a un gisement géothermique qui est utilisé au tiers de sa capacité. Et quand il est utilisé, ce qui n'est pas le cas depuis 2 ans. Et donc, il faut l'étendre, l'agrandir, etc. Et il faut surtout mettre en place une DSP. Et donc, le point numéro 3, je trouve que ça correspond pile poil avec ce qu'on pourrait imaginer pour Saint-Paul. Oui. Hmm. Et vous êtes à la municipalité ou pas spécialement? Je suis encore pour quelques jours conseiller municipal et, et de toute façon très très acteur dans un collectif citoyen qui actuellement travaille sur une centrale photovoltaïque au sol. Et Hmm. elle est en cours de construction, donc dans un an on va être disponible pour faire autre chose. D'accord. Bah ouais, ouais, l'idée de cette approche-là, et du coup, enfin, pour le coup, si vous avez ce genre de choses, n'hésitez pas du coup à en parler à Sirena et éventuellement ensuite à moi aussi. Mais l'idée de cette approche-là, c'était d'être capable de répondre à des sollicitations de collectivités qui viennent nous voir, nous, par exemple, en Île-de-France, en disant, en vrai, j'ai envie de faire de la chaleur. En vrai, je connais bien l'énergie partagée et l'énergie citoyenne et ça m'intéresse. Comment je fais pour avoir un réseau de chaleur qui soit un minimum intéressant d'un point de vue citoyen,
comment je fais, quel montage, comment je traduis ça? Et typiquement, on était incapable de répondre à cette question. Personne ne sait répondre à cette question en fait, parce que comme c'est très spécifique en plus de la région de France, en tout cas des régions où il y a un gros potentiel géothermique, bah voilà. Donc l'idée de cette approche et de tous ces montages, c'est vraiment d'être capable d'accompagner une collectivité dans la mise en place d'un projet de réseau de chaleur un minimum ambitieux sur la dimension citoyenne, même si, bah, à voir dans le détail si ça peut être labellisé ou pas, si ça peut toucher ce fameux bonus du fonds chaleur ou pas. Enfin bref, après, il y a plein de sujets, mais voilà un peu l'approche globale, quoi. Mm. Bon, on pourra rediscuter, François, effectivement, ça. Il y a du potentiel. Et Jackie, il me semble que vous aviez un projet de géothermie aussi en Creuse? Oui, alors nous, on a un petit projet, enfin, si on veut dire un petit projet, puisque c'est avec un hôpital qui est groupé avec un EHPAD, et ça dépend d'une grosse mutuelle. Et ils sont en train de voir justement comment ajouter une dimension renouvelable à leur chauffage, puisqu'ils sont sur le gaz, et ça leur coûte une Mhm. fortune, je crois, 700 000 euros par an. Donc ils cherchent quand même des solutions. Et ils ont déjà fait une étude avec des forages à 200 mètres. Donc nous, c'est du granit globalement. Donc je ne sais pas si c'est une ressource très intéressante. Je crois qu'ils ont prévu 20 forages. Ok. Et ils ont parlé d'un budget d'1 million d'euros. C'est peut-être plus que ça. J'ai pas assez de précision. De toute façon, ils sont en train de passer de la mutuelle à un regroupement mutuel qui, lui, va prendre en charge tous les investissements, toutes les grosses décisions et sur des bâtiments qui louent. Là, il faut vraiment qu'on discute avec eux. Ils sont intéressés par une démarche déjà sur du solaire photovoltaïque, mais ils nous ont parlé de cette possibilité Mhm. de système de chaleur en géothermique. Donc Ok. là, c'est le tout début et il faut quand même qu'on ait quelques lignes pour pouvoir discuter. Un projet de géothermie à creuser, si je peux me permettre. Tout à fait fait. Ok. D'autres questions, partages, remarques? Bon, en attendant que vous réfléchissiez à d'ultimes questions, peut-être, j'avais préparé un tout petit sondage pour voir qui est intéressé par quoi. Ça devrait s'afficher, juste pour voir en termes de filière s'il y en a une qui ressort en particulier et si on doit en creuser une en termes de formation, de prochaines interventions en pop énergie. Je vous laisse répondre tranquillement et réfléchir à une dernière question peut-être. Pour l'instant, il y a une égalité parfaite. Le solaire thermique se dégage un petit peu. Je ne sais pas si vous voyez les réponses au fur et à mesure. Non? Ah, bon, il n'y a que moi. Je pourrais peut-être amener une précision concernant le solaire thermique. Alors, on a un Ouais. copain qui était vraiment pionnier sur du photovoltaïque et qui a voulu monter une installation de solaire thermique chez lui pour se chauffer. Et finalement, ça chauffe bien en été, mais en hiver, ça chauffe pas. Donc ça, c'est quand même, il me semble un peu difficile. Et d'ailleurs, il y a j'avais rencontré un gars je crois, du Lot, qui était bénévole dans un coopérative vers Cahors ou un truc comme ça, mais en même temps, à titre perso, enfin, qui avait une activité de solaire thermique professionnelle. Je sais Mm. plus comment il s'appelle, mais il m'avait l'air très, 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 très au fait du solaire thermique. Ok. C'est pas la Nouvelle-Aquitaine malheureusement, mais Ah, pourra autant pour creuser. moi. Ouais, c'est nos voisins d'Occitanie. Ah, je suis tombé pile dans le piège du Le Parisien. Lot-et-Garonne. Ah, putain, merde. Super. Bah, sur les 11 réponses au sondage, on en a 5 sur le bois énergie, 6 sur le solaire thermique, 3 sur la géothermie.
4 sur la chaleur renouvelable en général et 1 qui préfère se concentrer sur la production d'électricité. Non, mais au moins, on voit que c'est un sujet qui quand même vous intéresse. Bon, on va pouvoir finir s'il n'y a pas de dernières questions. Merci beaucoup à tous d'avoir participé. Merci beaucoup Hugo pour ce témoignage plus que précieux qui nous fait découvrir une nouvelle facette des énergies renouvelables qui sont trop négligées à mon avis. Je transmettrai ton diaporama avec ton accord, l'enregistrement également, ton contact. Bah, en priorité, je pense que vous pouvez passer par Sirena et si besoin, on fera le relais avec Hugo. Mm. Merci beaucoup, bonne journée et à une prochaine fois. Merci, salut. Bon après-midi. Salut à tous. Salut, et tout le monde.